Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité. Le président guinéen Alpha Condé s'en remet à son parti politique. En ce qui concerne une éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle, il a déclaré que c'est le rassemblement du peuple de Guinée qui décidera. La région du Sahel vit depuis 2 ans au rythme quasi quotidien d'attaques djihadistes, une situation qui a poussé des centaines de milliers de personnes sur les routes. Au Burkina Faso, ils sont à présent près de 600 000 déplacés internes. Et puis, flashback sur le colloque international sur les mémoires de l'esclavage dans la littérature, les arts et les musées. Un événement qui s'est tenu à l'université d'Abomey-Calavi à Ouidah au Bénin, en présence de scientifiques venus de 19 pays. Le président guinéen Alpha Condé laisse la porte ouverte à une troisième candidature. Il a par ailleurs défendu dans un entretien avec la presse la tenue le 1er mars d'un référendum constitutionnel, une manœuvre dénoncée par le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de partis politiques de la société civile qui multiplie les manifestations contre le projet de nouvelle Constitution. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Bari. Le flou sur les intentions du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat à travers l'organisation d'un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution commence à se dissiper. Dans une interview en marge du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle candidature aux élections présidentielles de 2020 s'il est désigné comme candidat par son parti, le RPG, Rassemblement du peuple de Guinée. Si nous voulons une constitution moderne, qu'est-ce qui est plus démocratique qu'un référendum? Le Premier ministre anglais a fait un référendum, il a perdu. De Gaulle a fait un référendum, il a perdu. Il n'y a pas plus démocratique. Les préparatifs du processus électoral et la décision de coupler les élections législatives du 1er mars 2020 à un référendum constitutionnel divisent profondément le pays. D'ailleurs, le FNDC, Front national pour la défense de la Constitution, prévoit de nouvelles manifestations à partir du 12 février 2020, après une trêve observée à la demande des autorités religieuses. Le chef de l'État est inscrit dans la dynamique d'éditer une nouvelle constitution et que pour le moment, rien ne l'empêchera. Du côté du FNDC, le ton va monter, on s'attend à une semaine assez agitée et personne ne peut dire en réalité ce que cela va donner. Aujourd'hui, on est à même de dire qu'il n'y a aucune initiative de sortie de crise. Les gens ont peur, la ville est quasi vide. La communauté internationale a récemment exprimé ses craintes face à la situation qui prévaut en Guinée depuis octobre 2019. Ils appellent à un dialogue inclusif des différents acteurs pour une sortie de crise. Rappelons que depuis le début de la contestation, au moins 28 civils et un gendarme ont perdu la vie et des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le Soudan ne veut plus faire partie de la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme. La fermeture des bureaux d'organisation classés terroristes, en l'occurrence ceux du Hamas et du Hezbollah, est annoncée dans les prochains jours. Les autorités de Khartoum espèrent ainsi une levée des sanctions américaines. Et il faut dire que le temps presse dans un pays au bord de l'asphyxie économique. Les détails avec Corinne Kamsofahem. Pressé par l'urgence d'une véritable relance économique, le gouvernement soudanais de transition multiplie les initiatives en vue de son retrait de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. À la suite d'une visite officielle aux États-Unis, le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est engagé à fermer les bureaux d'organisations classés terroristes, en l'occurrence le Hamas et le Hezbollah. Une telle guerre frontale ouverte contre ces mouvements terroristes va faire entrer le Soudan dans la ligne des mires des organisations terroristes. Que ce soit l'État islamique ou d'autres organisations pourront également, il y a les mois qui viennent attaquer le Soudan, qui reste encore très fragile au plan social en raison des réformes politiques et structurelles qui sont engagées actuellement au Soudan. Le Soudan est fiché sur la liste noire depuis 1993, une situation qui a entraîné de nombreuses sanctions économiques avec des conséquences sur le niveau de vie des populations. Depuis la chute du régime de l'ex-président Omar el-Béchir en avril 2019, le Soudan tente de renouer avec ses anciens partenaires. S'agissant spécifiquement des États-Unis, il est question de s'assurer surtout d'une réelle rupture avec l'ancien régime. Il
il n'y a aucune autre alternative, aucun débat à ce niveau. Donc il est évident que les révoltes restent incontestables. Parce qu'une frange importante de la population du Soudan a été notamment endoctrinée pendant près de 30 ans par le régime islamiste, non seulement conduit par El-Béchi, mais également par Hassan al-Tourabi, qui était l'imminente crise du régime de El-Béchi. Il est donc évident qu'une telle réaction va créer alors des révoltes en interne. Le rétablissement complet des relations avec les États-Unis pourrait garantir un appui financier de 10 milliards de dollars au Soudan. Ainsi, outre le Soudan, de nombreuses voix s'élèvent désormais pour appeler à la normalisation de cette coopération bilatérale qui pourrait éloigner le spectre d'une nouvelle révolte populaire qui plane sur le pays. Il est temps que d'autres voies soient explorées. Ce sont les mots du président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est pour la première fois dit ouvert à la discussion avec les djihadistes qui sévissent dans le Sahel. Le contact est d'ores et déjà établi. La balle est à présent dans le camp des chefs djihadistes. Explication avec Ibayako. À la question « Faut-il dialoguer avec les djihadistes ?», le président malien Ibrahim Boubacar Keïta répond oui. Ce lundi 10 février, le chef de l'État a accordé un entretien à la presse en marge du 33e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, il est temps que certaines voies soient explorées, notamment un dialogue avec les deux chefs de groupes armés ciblés, Amadou Koufa et Yad Agrali. Nous avons au Mali tenté la gageure d'un dialogue national inclusif. Et parmi les recommandations, il y a cet aspect-là. Pourquoi pas essayer le contact avec ceux-là dont nous savons qu'ils tirent les ficelles de la situation au Mali. Le président malien qualifie la situation actuelle au Sahel de très préoccupante. Malgré le refus formel du gouvernement d'échanger avec les djihadistes, le rapport de 2019 de l'International Crisis Group encourage la tenue de pourparlers puisque les chances de vaincre totalement ces groupes armés sont encore minces. L'analyse de l'International Crisis Group fait écho également à une demande formulée en 2017 par Amadou Koufa, un chef djihadiste qui appelle à la discussion. Je crois que quelle que soit l'âpreté d'un combat, et je sais que je ne pense pas le meilleur de cela dont vous citer les noms, mais j'ai devoir aujourd'hui et mission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Selon la mission de l'ONU dans le pays, le retour de l'armée malienne dans la ville, symbole de Kidal, contrôlée par d'anciens rebelles séparatistes touaregs, constituerait une étape déterminante dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'application de cet accord est considérée comme un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali. Dans l'actualité économique, une bataille de leadership se profile en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria demande le report du lancement de l'ECO, estimant que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour l'adoption de cette monnaie unique. Un projet voulu par tous, mais qui est devenu depuis quelques semaines une source de discorde entre pays de la sous-région. Alors quels sont les points d'achoppement ? Eh bien, Ange Bijou-Nomenyo nous apporte quelques éléments de réponse. Le Nigeria demande report du lancement de la monnaie unique. Pour le géant pétrolier, les critères de convergence ne sont pas encore réunis pour une adoption cette année. Les pays membres de l'UEMOA ont pourtant prévu de lancer l'ECO au cours de cette année 2020. À moins que, effectivement, les pays de l'UEMOA ne reviennent sur leur position, je crois que cela va être acté, de fait. Bon, en tout cas, tout ce que nous avons entendu de la déclaration des présidents ivoiriens et français. Et s'il n'y a pas de remise en cause, il est bien probable que l'on arrive donc à cette situation où il y aura en fait une forme d'écho dans la zone UEMOA, une autre forme, en fait, sans écho, et de l'autre côté, qu'on cherche d'abord à remplir les critères de convergence avant donc de venir dans le processus. Les pays membres de la CEDEAO avaient pourtant indiqué qu'ils souhaiteraient lancer l'ECO en 2020. Le président ivoirien Alassane Ouattara est donc venu confirmer ce souhait pour les pays membres de l'UEMOA.
Du côté de la CEDEAO, la nouvelle n'a pas bien été accueillie. Il faut reconnaître quand même que ce qui avait été convenu entre les chefs d'État, c'est que l'on puisse, à la limite, respecter ces critères de convergence dans les deux zones. Et en tout état de cause, le fort sentiment qu'ils vont se positionner, ils vont maintenir cette posture. On doit peut-être un écho Afrique de l'Ouest, en fait un écho plutôt UEMOA, et sans que les autres parties n'y participent. Une bataille de leadership va certainement se jouer dans les prochains jours. Le Nigeria, qui est un poids lourd de la sous-région, a toujours montré ses réticences au principe de monnaie unique. Pour le géant pétrolier, l'union monétaire doit forcément passer par le respect des critères de convergence. Alerte rouge au Burkina Faso. Une grave crise humanitaire se dessine en raison de l'insécurité qui pousse sur les routes des centaines de milliers d'individus. Ils sont aujourd'hui près de 600 000 déplacés internes en situation d'urgence. L'ONU appelle à la mobilisation internationale. Plus de précisions avec Zahra Mohamed Motio. Des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières au Burkina Faso. Conséquence, une explosion du nombre de déplacés internes. Ils sont plus de 600 000 à avoir fui les régions du nord et de l'est en direction des provinces voisines. La province du centre-nord accueille la plupart des personnes déplacées qui manquent désormais de tout. Je suis choqué par l'ampleur des besoins humanitaires. C'est une urgence humanitaire de grande ampleur. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté aux attentats terroristes qui ont fait au moins 750 morts depuis 2015, comme le 2 février 2020 à Lamdamol. 20 civils ont été tués dans l'attaque, une attaque violente comme celle perpétrée quelques jours plus tôt à Soum et qui a fait 39 morts dans la province. Pour nous, ce sont les mêmes personnes. Celles qui viennent pour voler, celles qui viennent pour tuer. Ce sont les djihadistes. Une grave crise humanitaire menace désormais le pays. Selon les Nations Unies, 300 millions de dollars sont nécessaires pour pouvoir venir en aide aux déplacés internes. Les mémoires de l'esclavage dans la littérature, les arts et les musées, tel était le thème d'un colloque qui s'est tenu à l'université d'Abomey-Calavi et à Ouidah au Bénin. L'occasion pour une soixantaine de scientifiques venus de 19 pays de promouvoir une approche comparatiste des mémoires relatives à la traite négrière. Explication dans ce reportage de Lefty Ono, notre correspondant au Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi et à Ouidah au Bénin, des chercheurs ont commémoré les esclaves déportés pendant la traite négrière. Co-organisé par l'université d'Abomey-Calavi et le Mans Université, le colloque international sur les mémoires de l'esclavage a servi de cadre pour des chercheurs de s'interroger sur les processus mémoriels de l'esclavage au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest comme le Ghana ou le Sénégal. Cette foire aux idées a réuni plus d'une soixantaine de scientifiques venus de 19 pays du monde. C'est très émouvant d'être à Ouidah d'abord, de voir ce lieu. C'est triste, mais nous sommes là justement pour honorer justement ces âmes, ces 12 millions d'Africains qui ont été déportés et sur lesquels nous travaillons. Selon des experts, en Afrique, 3 points sont historiquement répertoriés comme point de départ des esclaves pendant la traite négrière. Gorée au Sénégal, Cape Coast au Ghana et Ouidah, la ville historique du Bénin. Après avoir exploré les contours de la traite négrière à travers la littérature, de nombreux experts préconisent l'emploi des musées et des arts afin de restaurer ce passé mémoriel. Il y a de l'espoir que cette question ne tombe pas définitivement dans l'oubli et que les arts et les musées leur redonnent de l'importance. Ce colloque favorise le renforcement du partenariat entre l'université d'Abomey-Calavi et le Mans Université. Les chercheurs ont renforcé les connaissances et travaillé sur la manière dont les écrivains, les cinéastes, les nouvellistes transmettent et tentent d'imaginer la souffrance des esclaves. A noter que plus de 12 millions d'Africains ont été déportés sur près de 400 ans pendant la traite négrière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.